prendre la question des élus dans la dérive démocratique, en tout cas dans les problèmes démocratiques que nous rencontrons aujourd'hui. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Lise Farrell, qui est maire de Riom, dans la Drôme, qui est une des communes de moins de 30 habitants que compte le territoire français, qui a été élue avec 22 voix, maire de Riom en 2020. Voilà, la majorité, donc elle nous expliquera tout ça. Et Laurent Bigot, qui a été sous-préfet, directeur de cabinet de différentes préfectures en France, dans les dom-toms, et puis qui a aussi des expériences à l'étranger, qui a aussi travaillé au Quai d'Orsay avec une spécialisation sur l'Afrique et qui est désormais consultant, si je n'oublie rien. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on surtout qu'on ne parle pas tout seul. Pierre, est-ce que tu entends le son? Donc on a, pour vous dire, le retour de son, est-ce que tu l'entends? Merci. Je pose 2-3 questions à nos intervenants qui répondent. Et puis une fois qu'on a répondu, qu'on a fait un peu le tour de différents points, et on discute ensemble. Et puis n'hésitez pas de façon au fur et à mesure à lever la main, à dire si vous voulez poser des questions aux uns aux autres, à rajouter quelque chose. On n'est vraiment pas là pour faire un monologue ou en tout cas un tunnel de discussion pendant des heures. Et du coup, la première question sur laquelle je voudrais lancer nos deux intervenants, c'est une question extrêmement simple pour le coup, c'est la question du rôle des élus dans les problèmes que rencontre la démocratie, c'est-à-dire jusqu'où on peut considérer que les élus, si tant est que ça a un sens les élus, mais ça on en parlera plus tard, que les élus ont leur part de responsabilité dans ce qui déconne, dans ce qui ne va pas dans le système, et les élus ont été très largement pointés du doigt sur plusieurs dérives du fonctionnement de la démocratie, mais aussi dans quelle mesure ils subissent la situation, et dans quelle mesure parmi les élus on a des gens qui font ce qu'ils peuvent aussi et qui ont du mal à affronter des tendances de fond qui handicapent leur action, etc. Sachant que, et avant de passer la parole à Annie, je me permets de rajouter un point, on est sur une situation assez paradoxale où les élus ont très mauvaise presse, notamment parmi les Gilets jaunes, où la question du privilège des élus est quand même ressortie beaucoup, mais d'un autre côté, on a des élections municipales avec 900 000 candidats. Donc, manifestement, dans ce pays, il y a quand même 900 000 personnes, 902 000 pour être très précis, qui veulent devenir conseiller municipal. Donc, c'est sur ce paradoxe-là qu'il me semble intéressant de commencer. Et du coup, ma première question, je l'adresse à vous deux et je donne la parole à Anne-Lise, parce que je viens de le décider dans ma tête et que c'est comme ça. Bon, c'est très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Anne-Lise Farrell. Je suis élue depuis 1 an, une toute petite commune de 27 habitants. Voilà, en Drôme provençale, perdu dans les montagnes. Effectivement, comme tu l'as souligné, énormément de personnes veulent devenir élues, mais moi, mon cas, alors, localement, municipalement, j'arrive à gérer les choses, mais on se retrouve face à des communautés des communes, et là, c'est très compliqué pour nous, parce que effectivement, nous, petite commune de moins de 30 habitants, alors en Drôme provençale, on est 67 communes, et je crois qu'on est la moitié à être moins de 50 habitants, alors vous imaginez. Donc après, ce sont des grosses communes comme Nyons, Buis-les-Baronnies, qui ont la main mise sur tout ça, et nous, on se débat, on se bat, on fait ce qu'on peut, mais en règle générale, on a très peu souvent la majorité, donc on se débat, comme on peut, mais effectivement c'est très difficile. Donc on l'a bien vu pendant la pandémie, certains maires avaient sorti des arrêtés municipaux pour essayer de faire ouvrir les commerces soi-disant non essentiels. Et là, on a bien vu que le préfet, le sous-préfet est passé dessus. Donc l'État, pendant les municipales, nous font croire que nous, élus, on est les plus proches des citoyens. C'est vrai, nous, on est les premiers à être dans l'arène. Mais alors, on est les premiers à se faire taper dessus par nos concitoyens, parce que, en fait, beaucoup de gens pensent que l'élu local a un pouvoir de décision, un pouvoir, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Dès que ça dépasse, le préfet et le sous-préfet passent dessus. Donc c'est très compliqué pour nous, élus, de gérer tout ça. Voilà. Tu avais une autre question ?
Eh ben, on va donner la parole à Laurent Voilà. pour continuer la discussion. Merci. Ouais, micro. C'est bon? Est-ce que oui, ça fonctionne? Oui, donc moi j'ai été sous-préfet pendant 5 ans. Mon ministère d'origine c'est le Quai d'Orsay, donc je suis diplomate d'origine. Et j'ai occupé 3 fonctions de directeur cabinet du préfet de la Dordogne. Ensuite je suis allé en Corse où j'ai occupé la même fonction, puis la même fonction en Martinique. J'ai la particularité d'être engagé dans le mouvement des Gilets jaunes aussi depuis le début. Donc j'ai sous-préfet et Gilets jaunes. Oui, moi aussi, pardon. Et avec ma fille, on a créé un média qui s'appelle AB7 Média et on a beaucoup focalisé sur les violences policières et on documente les violences policières en manifestation. On en a subi également, malheureusement. Donc voilà, j'ai un engagement citoyen en plus de ma qualité de fonctionnaire. Actuellement, je suis en disponibilité, donc je ne suis plus fonctionnaire et je suis à mon compte en tant que consultant. Moi, l'expérience que j'ai eue en tant que sous-préfet pendant 5 ans, c'est que le véritable échelon opérationnel pour résoudre les problèmes, c'est au niveau de la commune, très clairement. Quand il y a des problèmes très concrets qui concernent la vie des gens, on trouve des solutions, nous, l'État, quand j'étais sous-préfet, je représentais l'État, en discutant au niveau communal. Et plus vous montez dans la hiérarchie des collectivités territoriales, et moins c'est opérationnel. Alors le département, ça l'est pour certaines compétences, bien évidemment, hein, les routes ou le niveau social, donc là c'est très concret aussi. Alors quand vous montez au niveau de la région, plus personne ne comprend à quoi ça sert. D'abord parce que les administrations sont de plus en plus importantes, et on ne sait plus qui fait quoi. Et en fait, plus vous montez, et plus c'est des questions d'argent, en fait, c'est des questions de financement. Donc ça devient technique, ça devient compliqué. Vous avez en plus des luttes d'influence entre les administrations centrales d'État qui veulent reprendre la main au niveau des ministères et qui veulent laisser le moins de pouvoir possible aux préfets. Parce que c'est vrai que les élus ont parfois l'impression que les préfets et les sous-préfets les brident et les briment dans leur pouvoir. Mais il faut aussi imaginer le nombre d'instructions que les préfets et les sous-préfets reçoivent de l'État central. On est inondé d'instructions. On travaille très bien, nous, le corps préfectoral, quand Paris nous fout la paix. Mais dès que Paris commence à s'occuper de nos affaires, alors là, ça devient compliqué. Alors moi, j'étais dans des destinations plus sensibles, inutile de vous dire en Corse que Paris regarde en permanence, et on savait qu'on avait des problèmes dès que la place Beauvau nous appelait. Mais si on peut traiter directement avec les élus, on trouve les solutions, c'est vraiment les instructions parisiennes qui viennent vraiment percuter et perturber le jeu. Et après, mon expérience que j'en ai, parce que vous soulignez le paradoxe entre le fait que, notamment le mouvement des Gilets jaunes, mais je pense que les Français sont fatigués quand même des élus et des élections, mais qu'il y avait quand même beaucoup de candidats au niveau municipal. Moi, ce que j'observe, c'est que effectivement, au niveau des toutes petites communes, où c'est moins politique, où on a vraiment le souci de vouloir résoudre les problèmes des gens, plus on monte dans les grandes communes et plus ça devient politique. Et en fait, ce qui fatigue les gens, c'est la politique. Il y a des baronnies, il y a une aristocratie élective qui s'est installée avec les partis politiques, et en fait, on comprend bien que l'enjeu de l'élection, c'est d'abord le pouvoir, c'est pas résoudre les problèmes des gens. Et alors plus vous montez, comme je disais, dans la hiérarchie des collectivités territoriales, et plus c'est vraiment un enjeu de pouvoir. Moi, la région, je vous le dis, hein, de mon expérience de sous-préfet, je ne sais pas à quoi ça sert, la région. Je n'ai pas compris à quoi ça servait. À donner des subventions. Voilà, par contre, j'ai compris que les élus régionaux, ils avaient des belles voitures qui circulaient, qu'il y a une grosse administration au niveau de la région, ça je l'ai bien compris, et qu'il y avait beaucoup d'argent. Ils gèrent des budgets, ils gèrent aussi des crédits européens qui passent par la région, enfin, et personne n'y comprend rien d'ailleurs. Mais c'est vraiment ça le sujet, c'est que derrière, il y a un enjeu, et je pense que le mouvement des Gilets jaunes l'a vraiment exprimé, c'est que cette recherche de pouvoir déconnecter de la nécessité de s'occuper des problèmes des gens, c'est ça qui décourage tout le monde d'aller voter. C'est ça qui décourage tout le monde d'aller voter. Moi le premier. Moi, je vote plus depuis très longtemps parce que je refuse de cautionner un système où les gens se battent, en fait, nous font croire qu'ils se battent pour nous, et puis en fait, ils se battent pour le pouvoir en tant que tel. Vraiment, c'est le pouvoir. Et le problème de l'organisation institutionnelle, tant au niveau local qu'au niveau central, c'est que le pouvoir appuie sur un bouton de l'être humain qui est redoutable, qui est l'ego. Et en fait, on a toute une hiérarchie institutionnelle qui est fondée sur l'ego. Ça appuie toujours sur le même bouton, l'ego, 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 l'ego. On a coupé la tête du roi, mais on a recréé une monarchie à tous les niveaux. Le pouvoir est personnalisé, le maire ou la mairesse, c'est une personne. Alors bien sûr, le summum, c'est le président de la République. Et moi, je rêve d'une collégialité à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça ne soit plus incarné par une seule personne. Qu'il y a l'obligation de délibérer, mais délibérer au niveau collégial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne seule qui puisse décider, que ce ne soit pas possible, de façon à diluer l'ego le plus possible. Et ça, c'est vraiment un enjeu fondamental. Et dans le corps préfectoral, je voudrais juste terminer cette expérience-là, parce que c'est important. Dans le corps préfectoral,
les élus le savent, les sous-préfets et les préfets, ça tourne très souvent. Moi, directeur de cabinet, le temps de séjour d'un directeur de cabinet, c'est 18 mois, 24 mois, grand maximum. Un sous-préfet, c'est plutôt 3 ans, et un préfet, c'est à peu près 3 ans. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que du coup, ces personnes on a un vrai pouvoir quand on est sous-préfet ou préfet, mais vous n'avez pas le temps de l'exercer durablement. Vous changez vite. Et ça, c'est l'État qui a mis ça en place pour justement éviter qu'il y ait une appropriation personnelle du pouvoir. Et je pense que les élus, ça devrait être la même chose. Les personnes devraient bouger beaucoup plus souvent. C'est des équipes qui travaillent, ce sont des administrations qui travaillent, mais la personnalisation du pouvoir, plus le mandat est long, plus la personne incarne ce pouvoir-là, et plus c'est l'ego qui pilote. Et dans l'État, et j'espère que ça restera comme ça, les préfets, les sous-préfets changent très souvent pour éviter que des pouvoirs personnels s'installent. Merci à tous les deux pour ces premiers éléments. Mine de rien, vous soulevez quand même quelque chose tous les deux à votre manière, qui est que l'élu, et notamment l'élu local, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'un élu local sur lequel, ou un élu tout court, sur lequel on pourrait tenir de grands discours, c'est très difficile, tout simplement parce que quand on regarde, il y a une particularité en France, c'est qu'on est un des pays du monde où on a le plus grand nombre d'élus. Ne serait-ce qu'en raison du très grand nombre de communes. Donc en fait, on a énormément de gens dans la population qui sont élus. Et donc la question, c'est finalement, à partir de quand il y a un problème? À partir de quand, finalement, on en revient à ce que Laurent évoquait sur des élus qui se professionnalisent, qui se lancent dans des carrières politiques et qui, du coup, jouent des coups à plusieurs bandes tout au long de leur trajectoire pour conserver des postes électoraux. Et quelle différence vous faites tous les deux, de votre expérience, de la manière dont vous vivez les choses, entre ces différentes catégories d'élus? Est-ce que vous sentez qu'au sein des élus, sans aller forcément dans les rapports à l'État, à la préfecture, mais est-ce que vous sentez tous les deux qu'on est, même parmi les élus, sur des mondes qui ne se parlent plus, ou sur des réalités qui n'ont plus aucun rapport les unes avec les autres, ne serait-ce qu'entre une partie des élus locaux et les élus nationaux, les sénateurs, les députés? Et finalement, qu'est-ce qui vous semblerait très important à changer dans ce fonctionnement-là, notamment pour empêcher des trajectoires de professionnalisation? Alors professionnalisation, c'est un mot long avec action derrière pour faire intelligent, mais en gros c'est l'idée que vous avez des gens qui s'engagent dans une carrière politique et qui vivent ensuite de la politique, c'est-à-dire des revenus que leur ramène la politique. Alors, ils en vivent plus ou moins chichement ou plus ou moins de manière plus ou moins faste, tout dépend des mandats. Mais en gros, il y a cette idée qu'il y a des gens qui décrochent de leur carrière professionnelle pour s'engager en politique et y faire 20, 30, 40 ans. Et ça, c'est des phénomènes qu'on observe même dans le milieu rural. Même dans des toutes petites communautés de communes, vous avez ces phénomènes de professionnalisation. Donc voilà, toi par exemple, Alice, comment tu vis tes rapports avec les grands élus du coin, avec les présidents d'intercommunalité? Comment ça se passe? Ben, c'est la merde, il faut le dire. Moi, alors, comme tu dis, il y a les petites communes et les grosses communes. Donc effectivement, moi, c'est pas mon métier d'être maire. Je suis aide à domicile. Donc, vous voyez, rien à voir. Donc effectivement, nous, les toutes petites communes, bon déjà, nos indemnités, ce ne sont pas les mêmes. Faut pas rêver. Selon les communes, vous avez droit à l'indemnité d'élu et pour les autres, ben non, parce que par exemple la fiscalité locale n'est pas augmentée, donc bon, vous n'avez pas droit à l'indemnité d'élu, voilà. Et après, effectivement, dès qu'on passe dans des grosses villes, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout. De toute façon, les élus n'ont pas le même rapport avec leurs administrés. Moi, je connais tout le monde. On est 27 habitants. Donc forcément, moi je connais tout le monde. Après sur Nyons, ça m'étonnerait que le maire connaisse tout le monde. Voilà. Et là, les intérêts sont différents. Moi, je me bats pour mes administrés. Moi, je me bats contre ces gros bourgs. Parce que bon, il ne faut pas oublier que maintenant, trois quarts du temps, on est regroupé en communauté de communes. Et il ne faut pas rêver. Ceux qui sont à la tête de la communauté des communes, c'est les grosses villes. Voilà. Donc ils ont un pouvoir. Ils ont le pouvoir de décision. Et même si on est 2-3 élus à s'opposer, ils ont quand même la majorité et ils font voter ce qu'ils veulent. Voilà. Donc ça, c'est un sérieux sujet.
Moi, je me bats, j'essaye de me battre. Alors, je suis souvent toute seule, mais j'essaye de me battre pour les administrés et pas pour mes intérêts personnels. Et le problème qu'il y a, c'est que dans ces communautés des communes, ils se battent pour leurs intérêts personnels, pour garder la main sur les choses. Et ça, c'est inadmissible. On est élus pour nos citoyens. On est élus pour vous. On n'est pas élus pour un salaire. Voilà. Et ça, il faut que ça change. Il faut redonner la place aux élus. Aux élus, alors pas des seigneuries, on n'est pas dans ça, mais on leur donne la possibilité de vous représenter, et en fait, on a l'impression qu'on est tout le temps bridé, quoi. On peut rien faire parce que, alors, c'est le mot qu'on entend, les communes coûtent trop d'argent. Vous coûtez trop d'argent. C'est ça en fait. Ben moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord avec ça. On doit pouvoir. Excusez-moi, mais je suis pas professionnelle, hein, donc c'est la première fois que j'interviens en tant qu'élu. Alors voilà, je cherche un peu mes mots. Mais voilà, il faut qu'on remette tout le monde à la même place et qu'on donne la parole aux citoyens. Et nous, on vous représente. Et il y a des élus, des maires qui l'oublient trop souvent. Et justement, oui. Vu que tu n'es pas professionnel, je vais te reposer une question. Oui. Très rapide sur oui. Ce point de vue-là. Oui. Parmi les autres élus de petites communes, parce qu'il y en a pas mal dans la Comcom. Oui. Il est partagé, il n'est pas partagé. Comment tu sens, parce que si je comprends bien les élus dont tu parles au niveau de la communauté de communes, il n'y en a pas tant que ça, des élus qui pilotent vraiment les décisions intercommunales, qui sont dans les liens avec l'État, qui prennent des décisions un peu structurelles sur la fiscalité, sur les équipements. Mais parmi les autres élus qui auraient ton profil ou qui sont aussi dans des petites communes, comment tu sens les choses et comment tu expliques peut-être qu'il n'y ait pas cette critique de l'intercommunalité qui se diffuse? En fait, ils ont peur. Les trois quarts, ils ont peur, ils n'osent pas. Ils n'osent pas parce que la communauté des communes a un pouvoir, notamment, je vais dire une bêtise, mais sur les ordures ménagères, voilà, ils ont des pouvoirs. Alors, il ne faut pas oublier que les communes ont énormément perdu je cherche le mot, excusez-moi, de compétences. Voilà, parce que c'est comme énormément de communes sont toutes petites, c'est très difficile. C'est pas un métier, hein, on apprend tous les jours. Hein. Donc beaucoup de communes ont laissé la compétence à la communauté des communes, et c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que de ce fait, on perd beaucoup de choses et on n'a pas la capacité de contrecarrer tout ça. Et moi, je le vois sur ma communauté des communes, les élus ont peur et je pense qu'ils n'ont pas de couilles. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais ils ont peur de ça et donc ils attendent. Voilà. Laurent, de ton expérience à toi, cette diversité des élus locaux, où est-ce que tu la places et comment tu l'as vécu? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce que tu as rencontré des élus avec des profils très différents et quel regard tu as sur tout ça? Oui, moi ce que je disais, c'est qu'il y a les professionnels de la politique qui utilisent l'élection et les mandats pour faire carrière et pour satisfaire des intérêts liés à l'ego, la satisfaction d'avoir du pouvoir. Et puis il y a ceux qui sont vraiment là pour régler les problèmes des gens. Et cette dernière catégorie, c'est quand même les gens les moins nombreux, c'est quand même eux qui ont de moins en moins de pouvoir. Parce qu'en fait, il y a une organisation administrative et politique en France qui est en train de plus en plus regrouper les compétences et les pouvoirs sur des centres réduits. Et en fait, il y a de moins en moins de gens, de moins en moins d'élus qui sont en capacité de comprendre et d'exercer ces pouvoirs-là. Et c'est Tocqueville qui disait, donc depuis longtemps, il disait les Français ont coupé des têtes des aristocrates, mais l'élection va recréer une aristocratie élective. Et aujourd'hui, le fonctionnement de l'élection a recréé une aristocratie, c'est-à-dire une petite caste qui j'ai presque envie de dire, qui se transmet des mandats, qui se les échange. Et ces gens-là, ils ne sont pas là pour servir l'intérêt général, ils sont d'abord là pour servir leur intérêt, ils sont devenus des professionnels de la politique. Et c'est ça que moi, c'est vraiment ça que j'ai vu sur le terrain, c'est que j'ai été parfois confronté avec des élus qui avaient vraiment le souci de régler les problèmes des gens, tout simplement, des problèmes très concrets, hein, parce que le corps préfectoral, moi j'ai adoré mes 5 années, c'est que c'est tous les jours, on règle des problèmes très concrets. C'est pas des débats sur des plateaux de télévision à BFM TV, quoi. C'est vraiment des problèmes de la vie courante de tous les gens. Et donc j'ai rencontré des élus comme ça, et c'est avec eux qu'on trouve des solutions d'ailleurs. Et puis après, vous avez les professionnels de la politique.
Mais avec cela, vous ne trouvez jamais de solution, hein. Vous ne réglez pas les problèmes, hein. Par contre, on vous balade, ça discute bien, on fait des grandes réunions, il y a des déclarations à la presse. Et je pense que c'est cette catégorie-là de gens que les Français ne veulent plus. Et que les gilets jaunes ne veulent plus. Parce que les gilets jaunes, ils disent, attendez, il y a plein d'élus, nous on ne les voit jamais pour régler nos problèmes de la vie courante. Et donc on aimerait bien pouvoir reprendre du pouvoir sur eux. Et c'est l'idée du RIC. Et c'est pour ça que ça fait peur à toute cette aristocratie là, élective. C'est que le RIC, c'est les citoyens qui disent, ah mais nous on reprend du pouvoir sur vous, si on n'est pas content de vous, hop, on dit vous partez. Parce qu'en fait, les citoyens et les électeurs sont les employeurs des élus. Et non pas l'inverse. Et ça, c'est vraiment perdu de vue. Et alors en plus, cette organisation administrative qui devient extrêmement complexe pour tout le monde, y compris pour les élus, les petits élus, parce que j'imagine que vous, ça doit être la galère tous les jours. En plus, on en parlait tout à l'heure avant le début, il y a une diarrhée législative qui fait qu'on vote des lois tous les 6 mois, tout change tous les 6 mois, plus personne ne comprend rien à rien, y compris les fonctionnaires d'État. En préfecture, les fonctionnaires de préfecture s'arrachent les cheveux, ne comprennent plus les dispositifs juridiques. Et en fait, c'est une toute petite minorité qu'on profite. Et ça éloigne l'élu du citoyen, et le sentiment du citoyen, c'est de se dire, mais tous ces élus, ça sert à quoi? Tous ces élus, ça sert à quoi? C'est ça le sujet. Et les Gilets jaunes ont vraiment mis le doigt là-dessus, et on a vu immédiatement la réaction de cette aristocratie élective. Ils se sont protégés, et ils ont en plus employé des moyens de force, en particulier les forces de l'ordre, mais aussi les médias, pour immédiatement faire taire cette contestation. Parce qu'elle est dangereuse pour le pouvoir de cette aristocratie élective. Du coup, on va repartir sur la question les élus, ça sert à quoi, pour aborder une troisième thématique. Et après, et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des choses à dire dès maintenant, faites-vous connaître. Allez-y, allez-y. On peut pas lui donner un micro, s'il vous plaît? On peut donner un micro. Elle n'a pas besoin de micro. Si. Si vous, donc, avant, je m'appelle Jenna. Avant, j'habitais dans une petite commune qui s'appelle le Ménige. Attendez, madame, s'il vous plaît. C'est bon. 1, 2, 3. Monte un peu le son, s'il te plaît. On a une qualité de technique Tu peux aujourd'hui qui est monter quand le même son, on n'entend pas là. à saluer. 1, 2, 3, 1. Si, vous m'entendez? Ok. Venez, madame. Bonjour, excusez-moi. Oui, oui, parlez normalement. Donc, j'habite dans le micro. Je n'ai pas l'habitude du micro. Ah, bah là, c'est pas bien. Là, c'est bon. En fait, ça, oui, si, j'ai. Donc, par avant, j'habitais dans le nord de la France, à côté de Lyon, dans une petite commune qui s'appelle le Ménige. J'ai monté le volume du micro. Donc, par avant, ça va mieux? Ça va mieux. D'accord. J'habitais dans la région lilloise, dans une petite commune qui s'appelle le Ménige. C'est M. Bowater qui est le maire de le Ménige depuis de nombreuses années. M. Bowater, c'est quelqu'un que je croisais tous les matins. Il me faisait les bises tous les matins. C'était mon voisin. M. Bowater, il est kiné. Il est kiné qui exerce son métier. Et c'est grâce au Comcom, donc peut-être je joue l'avocat du diable, mais c'est grâce au Comcom qu'il y avait un bus qui reliait le Ménige à Lille. Donc bon, il y avait 2 bus par jour, hein. Mais c'est grâce au Comcom que les enfants de votre village, ils ont la possibilité d'y aller à l'école. Il n'y a pas tout de mauvais dans les communautés de communes, attention. Je ne dis pas ça. Je dis mon prospectif personnel. Je sais aussi que le Comcom, j'habite actuellement à Forcalquier. Je sais que le Comcom de Forcalquier, il a créé pas mal des... Il y a pas de micro. Oui, ça ne fonctionne plus. Donc le Comcom de Forcalquier, car je connais plusieurs personnes qui travaillent au Comcom de Forcalquier. Et donc, où vient l'argent européen? Comment elle a été créée, l'université de Saveur à Forcalquier? C'est grâce aux subventions européennes qu'ils étaient allés chercher par le Comcom. À la fois, le Comcom n'est pas forcément notre ennemi. Ça nous permet de travailler ensemble, de mettre... Est-ce que je peux terminer ma phrase, s'il vous plaît? Ça nous permet, effectivement, d'être en lien les unes avec l'autre. Vous êtes maire d'un village de 27 habitants. Déjà, le Ménige, c'est tout petit. Il y a 500 personnes, 537 qui habitent au moment que j'ai quitté le Ménige. Donc moi, je travaille au foyer rural. C'est grâce
au Concom, Kylian est revenu. Je donnais les cours d'anglais à l'école de mes enfants. C'est une toute petite école, il y a 52 élèves. Mais j'étais payée grâce au Concom. Donc ça veut dire que les élèves du village, j'étais le seul anglophone natif au village. Si ce n'était pas pour le Concom, moi je vais rentrer bénévole. Mais... Ok. Merci madame. Merci beaucoup. Alors évidemment, elle a raison, hein, effectivement, il n'y a pas tout de mauvais. Mais tout dépend des régions aussi. Oui. Moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça. Merci beaucoup, hein, parce qu'effectivement, le but, c'est vraiment qu'on ait ces débats-là. Il y a une problématique un peu générale dans l'organisation de la décentralisation en France, et pas uniquement en France d'ailleurs, qui est qu'on a beaucoup légitimé les réformes, notamment la réforme intercommunale, par ce truc de délivrer des services publics, en disant aux gens, bah, effectivement, on va vous donner des services publics. Hein. L'eau, elle va être gérée comme ci, il va y avoir des bus, etc. Bon. Sauf que, dans le même temps, la légitimité démocratique de ces institutions, elle n'a pas suivi. Et du coup, le décalage qu'il y a entre des équipements, des services qui sont fournis et le sentiment de ne pas avoir de prise sur ces espaces intercommunaux, de ne pas savoir ce qui s'y passe, notamment quand on est élu, et c'est ça qui est fascinant, c'est que même des gens qui sont censés être à l'intérieur de la bête, finalement, ils ont beaucoup de mal à vous expliquer ce qui s'y passe. Et ce sentiment d'avoir des rouages de décision qui sont confisqués, il commence à poser problème le jour où il y a un équipement qui ne vous va pas, le jour où il y a un service public qui déconne, le jour où on privatise un service public. Et là, quand vous commencez à demander des comptes, eh ben, on ne vous les donne pas. Parce que vous vous rendez compte que dans les espaces intercommunaux, vous avez aussi des élus qui sont bien contents d'avoir un filtre entre eux et le suffrage universel, puisque l'élection au suffrage universel des conseillers communautaires, c'est très récent. Jusqu'en 2014, finalement, on ne savait pas trop qui siégeait dans les communautés. Et du coup, ouais, on pourrait faire un parallèle avec l'Union européenne. L'Union européenne s'est légitimée pendant des années en déversant du fric un peu partout, sauf que ça ne suffit pas. Et que malgré ce fric qui est déversé, les inégalités entre territoires, les inégalités entre populations, les inégalités entre pays ne se sont pas résorbées, voire même elles se sont aggravées. Du coup, on est au carrefour de ce débat-là. C'est-à-dire, effectivement, je vous rejoins complètement quoi, sur l'idée de, il ne faut pas jeter le bébé avec le bain. C'est-à-dire que effectivement, les bus ils roulent grâce à ça, mais il y a un décalage. Voilà. Et du coup, j'en viens à et vous allez voir, c'est en lien. Enfin, j'espère. La question finalement qu'on peut se poser et que Laurent a commencé à mettre sur la table, hein, c'est quel rôle peuvent jouer les élus face à tout ça, c'est-à-dire quand on prend le pouvoir municipal, quand on est en situation élective, qu'est-ce qu'on peut faire face à des revendications et à des projets de démocratie directe ou à minima de démocratie participative. C'est-à-dire les aspirations qui existent dans la société, qui ont été très fortes dans le mouvement des Gilets jaunes notamment, elles donnent lieu aujourd'hui à une pression citoyenne. Comment on compose avec cette pression-là et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer que les élus fassent pour accorder quelque chose? C'est-à-dire, évidemment, la collégialité à tous les étages, je pense qu'on va être assez d'accord pour dire que c'est un projet moteur, mais là, maintenant, concrètement, alors je ne veux pas dire d'ânerie, mais il me semble qu'à Carpentras, il se prépare des choses autour de RIC locaux et des choses comme ça. Moi, j'avais suivi, par exemple, l'année dernière, les mouvements de listes citoyennes et participatives, parmi lesquels on trouvait, par exemple, des gilets jaunes, comme à Commercy, par exemple, hein, où les gilets jaunes de Commercy avaient proposé une liste au municipal. Donc la question, c'est, les gens là qui ont le pouvoir, notamment au niveau municipal ou intercommunal, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le système maintenant? Donc c'est une question extrêmement difficile, extrêmement vague et qui est une espèce de piège, hein, n'est-ce pas? Et donc je te donne la parole, Anne. Alors, bon, déjà, moi, sur ma commune, dans mon conseil municipal, je ne prends pas de décision seule. C'est mon conseil municipal, ensemble. Et même si moi, je ne suis pas d'accord et qu'il y a la majorité où ils sont contre, je suis contre. Je ne suis pas là pour décider pour les autres. Je ne suis pas là pour prendre des décisions à leur place. C'est une forme de... comment on peut dire collégialité, voilà. Mais ça se fait dans des toutes petites communes. Après, au niveau de grandes villes où
Grosbourg, je dirais, c'est totalement différent et je ne peux pas en parler parce que je n'en ai pas la main sur ça. Mais moi dans mon conseil municipal, ça peut aller au-delà de mon conseil municipal. Je suis capable de demander, de poser des questions à mes administrés. Et je ne prendrai pas de décision seule. C'est ça qu'il faut. C'est redonner la parole et le pouvoir, enfin, j'aime pas ce mot, c'est moche, aux administrés. Nous, on est là, encore une fois, pour vous représenter. On n'est pas là pour nous représenter, nous. Non, on a été élus par des citoyens. C'est votre reflet qu'on montre, c'est pas le nôtre. Dans des petites communes comme la mienne, voilà, ça se passe comme ça. On n'est pas là pour nous montrer, nous. Moi, je suis comme vous. Moi, je suis une salariée et après mon boulot, j'ai mon rôle de maire. Mais je suis comme vous et je vous défends, vous. Et c'est ça qu'il faut faire revenir au cœur des discussions. Et c'est pour ça que vous êtes important. Je vois que ça fait plaisir de vous voir là. Vous êtes intéressé par ces sujets parce que ça vous concerne. C'est votre vie. C'est la vie de vos enfants. C'est la vie de... Voilà. Et c'est important que vous reveniez au cœur de ça. Voilà. Laurent. Il y a un monsieur, pardon, excusez-moi, il y a un monsieur qui pose... Oui. Oui, bonjour. Donc moi, je voudrais vous remercier dans le premier temps. Et je voudrais apporter des précisions à ce que vous dites, parce qu'en fait, vous ne parlez que du rôle de l'élu. Et moi, je voudrais parler du rôle des corps intermédiaires, des organismes de sécurité sociale, de chambres de commerce, qui théoriquement doivent apporter un support technique et élaborer des projets, que ce soit économiques et sociaux, à nos élus. Donc moi, j'ai été, pour que les gens comprennent un petit peu, j'ai été président d'un syndicat. J'ai géré j'étais membre d'un bureau d'un régime de sécurité sociale. J'ai été en même temps président d'un syndicat et je me suis retrouvé quelquefois à Matignon et à Bercy pour signer des conventions. J'ai désigné des personnes qualifiées auprès de certains organismes que vous avez cités. J'ai un problème de fond. C'est que pour qu'un élu puisse, de manière, on va dire, concrète, appuyer une idée et la faire passer, il faut que le débat soit constructif et sain. Et moi, toutes les structures que vous avez citées, pour moi, elles sont corrompues et inefficaces. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait croire aux citoyens que nos élus sont représentatifs. Ils sont représentatifs de rien parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. J'ai été élu dans les chambres de commerce où je pilotais des projets. Je peux vous garantir que c'était que du pipeau. D'accord? Donc, il faut remettre en même temps que le rôle de l'étude des élus, le rôle des corps intermédiaires. J'ai géré, je faisais partie de bureaux de régime de sécurité sociale. Je peux vous garantir que c'est dramatique. En parallèle, le fameux RSI. D'accord? Donc j'ai vu le rôle de l'État, parce qu'en fait le RSI n'est pas, mais bon, après c'est un autre débat. Moi je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a le rôle des élus. L'État a organisé la représentativité sociale et économique et politique du pays et il faut une refonte générale. Il faut revoir les droits fondamentaux du citoyen. D'accord? Les droits fondamentaux, les sortir de la Constitution. Il y a des sujets qu'il faut sortir de la Constitution. Il faut le référendum d'initiative citoyenne à tous les niveaux, locaux, pour qu'il y ait une légitimité qui dépasse le cadre des partis pour valider les élus. D'accord? Parce que moi je vous écoute et je vous plains. Et je ne suis pas satisfait que notre, entre guillemets, république, qui n'est plus démocratique, donne des moyens de travailler à des gens comme vous. J'ai côtoyé des préfets, je peux vous dire que c'est lamentable. Je me suis présenté à une élection. Normalement, c'est premier arrivé, premier inscrit, donc les bulletins en premier. Moi, on m'a mis en dernier. J'ai porté réclamation, on m'a dit ça ne changera pas. J'ai perdu 10 000 € de frais de procédure. Voilà. C'est lamentable. Hein. Donc on est en république, on n'est pas en démocratie. Et voyons le problème de manière générale. Il faut qu'on se réapproprie notre avenir à travers nos élus, pourquoi pas, mais il faut leur donner réellement des outils d'avancée. Donc, les personnes qualifiées qui vous conseillent, ils sont déjà vérolés. C'est noyauté par la franc-maçonnerie, c'est noyauté par les réseaux.
la constitution et la représentativité de tous ces corps intermédiaires, c'est lamentable. Il faut qu'on apprenne à se lever la tête et à se fédérer. Voilà, je vais m'arrêter parce que je vais trop en dire. Bonne journée, merci. Merci. Donc Laurent, ces fameux outils pour équiper les élus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, déjà, personne, enfin, moi, je lutte contre l'idée de l'homme ou de la femme providentielle, donc c'est pas une seule personne qui peut avoir plein d'idées, et je pense qu'on a besoin en France de remettre le débat et d'aller chercher les idées à la base, ce qu'on ne fait plus du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les programmes politiques sont pondus par des partis et pondus par des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité quotidienne. Donc en fait, il y a un hold-up des partis politiques sur notre vie. C'est ça le vrai sujet. Donc il y a besoin de revenir à la base. Le RIC est une façon de dire on veut reprendre le pouvoir à la base. Et c'est pour ça que ça fait peur à l'establishment politique. C'est pour ça que ça fait très peur. Moi je pense qu'on souffre vraiment de la professionnalisation de la politique. C'est ça la gangrène de la démocratie, c'est la professionnalisation de la politique. Moi à titre personnel, je suis vraiment pour un mandat unique. Et à tous les niveaux. Pour toute une élection, il n'y a pas d'hommes et de femmes providentielles. Je ne comprends pas qu'on puisse rester 2, 3, 4 mandats. Je n'y crois pas un seul instant. Et d'ailleurs, on le voit bien, à la fin, ça tue le pouvoir, ça. Donc, le mandat unique, j'ai eu la chance de vivre aux Pays-Bas, où, aux Pays-Bas, vous ne vivez pas de la politique. C'est un moment dans votre vie. Et on y a vécu 2 ans, je trouvais ça génial, parce que du coup, le rapport au pouvoir et le rapport aux élus n'est plus du tout le même. Et 10 ans après mon séjour aux Pays-Bas, j'ai eu la curiosité d'aller sur Internet et de regarder un peu qui était resté en politique. Et je regardais le nom des femmes et hommes politiques néerlandais, j'en connaissais plus un seul. C'est-à-dire qu'en 10 ans, il y avait eu un tel renouvellement qu'il n'y avait pas un nom qui sonnait à mes oreilles. Parce qu'on ne vit pas de politique aux Pays-Bas. C'est un moment dans votre vie, vous y passez. Et je pense qu'en France, malheureusement, on ne pourrait pas compter sur la bonne volonté des candidats et des élus. Et il faudrait, de mon point de vue, imposer un mandat unique à tous les échelons. C'est-à-dire que de la commune jusqu'à l'élection présidentielle, vous passez une fois. De toute façon, vous ne serez jamais un homme ou une femme providentielle. Ça n'existe pas. Ce sont les équipes qui travaillent. Et le RIC, je pense qu'il a vraiment besoin d'être institutionnalisé. Alors après, il faut l'affiner parce qu'il y a probablement au niveau des communes, enfin, au niveau des territoires, mais les citoyens ont besoin de reprendre aussi une partie du contrôle parce qu'ils l'ont carrément perdu. Ils l'ont perdu face à la technostructure, ça c'est très clair, et ils l'ont perdu face aux partis politiques. Je me permettrai juste, et ensuite, c'est à vous la parole, puis dès maintenant, je me permets juste de rajouter quelque chose dans le prolongement de ce que vient de dire Laurent. C'est-à-dire que la professionnalisation, c'est effectivement un problème, et c'est un des sujets, par exemple, en sciences politiques, qui est le plus travaillé. Il y a aussi un autre problème qui est que aujourd'hui, parmi les élus, et même parmi les petits élus et les élus locaux, la présence des classes populaires recule. Et qu'aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le groupe La République En Marche, le groupe parlementaire La République En Marche, on est sur ce groupe parlementaire sur un degré de déprofessionnalisation jamais atteint. C'est-à-dire que vous avez des gens dans le groupe La République En Marche qui sont des primo-arrivants en politique. C'est leur premier mandat, ils n'en avaient jamais eu avant, donc techniquement on peut se dire, ah bah oui, c'est moins professionnalisé, c'est moins des gens qui font carrière. Sauf que le problème c'est que parmi ces primo-arrivants, vous avez beaucoup de CSP+, de gens issus de la grande ou de la moyenne bourgeoisie, et des gens qui sont dans un camp social. Et donc la question aussi, c'est de se poser, qu'on peut et qu'on doit se poser, c'est la sous-représentation des classes populaires, des ouvriers qualifiés, des gens qui travaillent concrètement, des gens avec des faibles revenus dans la représentation politique. Et donc, alors paradoxalement, la professionnalisation politique avait permis à des gens qui venaient du monde ouvrier de faire de la politique. Parce qu'ils pouvaient s'y maintenir, et ça a été la grande histoire du Parti communiste à partir des années 30. Alors, plus aujourd'hui, mais en tout cas, ça l'a été. Donc, il y a non seulement cet enjeu de la professionnalisation, mais il y a aussi l'enjeu de la représentation sociale. Et donc, moi, j'aimerais que des assistantes maternelles ou des ouvriers qualifiés, quels qu'ils soient, puissent briguer d'autres mandats que maire de petite commune. Et qu'on puisse ne pas sourire quand des gens issus des classes populaires se présentent à la députation, par exemple. Et qu'il y ait aussi des structures qui puissent leur apporter des soutiens logistiques et financiers, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Donc le débat de la professionnalisation, je le compléterai volontiers avec cette dimension-là, qui me semble quand même assez importante. Moi, si j'avais des élus professionnalisés, mais qui savaient de quoi ils parlaient quand ils parlent des classes populaires, à la rigueur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Et que quand vous avez des élus qui exercent leur premier mandat, mais qui viennent de la Startup Nation, eh ben, on a quand même des problèmes qui perdurent.
et qui font que certains débats n'ont jamais lieu. Jamais, jamais, jamais. Qui veut prendre la parole? Rajouter quelque chose? Alors, on a mis un micro là, donc n'hésitez pas à vous rapprocher, et moi je vais faire le micro là. Stéphane, monte s'il te plaît. Bonjour. Attention à la table. Ouais, je le fais ici. Par là, ouais. Mais il y aura ça. Stéphane, Voilà, entre les deux, désolé. Donc, vous parlez des élections municipales. Il faut savoir que les maires, si vous avez des subventions de la préfecture, vous serez tout de suite soumis à la préfecture. Là, vous savez très bien sur le plan de rapprochement des élections départementales et régionales. Si vous êtes simplement un élu national, un élu sur le départemental et sur un canton, vous n'aurez pas à gérer directement un budget. Et l'avantage, c'est que vous ne serez pas soumis à la préfecture. Enfin, moi, j'en prends plein les oreilles ici. Je ne sais pas comment il faut se mettre parce que tout le monde va avoir des larcènes. Donc, il y a pas de... Je sais pas. monte, c'est mieux là. Ces micros, ils sont mieux là. Les nôtres, ils sont mieux. Prends celui-là, c'est mieux. Donc je remonte. Donc, les élections départementales permettent de pouvoir avoir en plus cette possibilité de parrainer, donc parmi les 500 parrainages nécessaires pour un futur chef de l'État, donc d'obtenir un parrainage sans avoir une soumission aux subventions de la préfecture, sinon qu'il n'y a pas un élu cantonal n'a pas de budget à gérer vu que c'est le département qui gère le budget. Donc il n'y aura pas cette pression du pouvoir exécutif sur un élu au cas où cet élu donnerait son parrainage à un candidat qui ne correspondrait pas à ce qui est souhaité par le mainstream, je dirais. D'autres choses, enfin, entre gérer une petite commune de 27 habitants et puis gérer donc, une commune de 10, 20, 30 000 habitants, c'est très différent. Et je pense qu'il faut y arriver, malheureusement, quand on est sur un grand nombre comme ça, il faut un outil numérique, il faut arriver à consulter en posant des questions et en sollicitant du débat et organiser du débat une fois que des informations claires et précises ont déjà été données pour que les personnes puissent faire des choix en connaissance de cause. Sur ce sujet, ce qui est important, c'est pour les conseils municipaux. Les conseils municipaux sont ouverts à la population. Il ne faut pas l'oublier. Vous pouvez aller au conseil municipal et débattre avec les conseillers municipaux et le maire. C'est votre droit. Vous avez le droit. Alors effectivement, là depuis 2020, à cause de cette pandémie pourrie, donc vous inquiétez pas, l'État a bien travaillé. Vous n'avez plus le droit d'assister aux conseils municipaux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, vous savez, on doit avoir un quorum pour les votes. Ben, ça aussi, depuis la pandémie, c'est la moitié du quorum. Voilà. Donc vous faites pas de soucis, l'État s'occupe bien de vous. Voilà. C'est pas une pandémie, c'est une plandémie. Exactement. Je fais circuler le micro, ce sera plus simple. Monsieur à gauche, prend la parole? monsieur à gauche. Alors là, j'ai laissé. Alors, attends, ah oui, pardon, excusez-moi. Bah, vous pourrez rester à vos places, du coup, Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Bernard Tosi, sociologue universitaire. Il y a quelque chose qui m'ennuie beaucoup dans les débats sur l'élu, c'est vous êtes en train de parler des élus municipaux. Bon, c'est une bonne chose. Comment fait-on pour être élu en France? Donc vous accusez l'idée qu'un élu ne représente rien, qu'il est à la recherche du pouvoir et qu'après un certain nombre d'expériences, il va découvrir qu'il a très peu de pouvoir. Mais déjà pour être élu, il faut sur sa propre tête accumuler plusieurs identités. Et je crois que le premier mot qui est absent depuis ce matin, c'est le mot de représentation. Que ce soit un élu municipal, que ce soit un représentant d'un corps professionnel ou d'un corps intermédiaire, celui qui va les représenter ne le fait que sur un suffrage qui est très réduit. 4, 5%, 6%, 7%, 8%. Les 92% autres ne votent pas, ne viennent pas, ne sont pas considérés. Et pour sortir son épingle du jeu en tant qu'élu, il faut que ce soit au niveau d'une fédération de parents d'élèves, au niveau d'une association professionnelle, accuser sur sa propre tête déjà plusieurs représentations, donc de réseau. Un des fondateurs de la société française, Durkheim, m'avait montré que la génération qu'il suivrait devait travailler sur les groupes intermédiaires.
Or, ces groupes intermédiaires sont à la fois très peu représentatifs. Et je crois que le discours sur l'élu doit être élargi à tous les types d'élus. Comment est-ce qu'on devient doyen d'université? Comment est-ce qu'on devient professeur d'université? On le devient, et il aura fallu beaucoup de temps pour essayer d'y arriver, on le devient par des réseaux externes. Hein? C'est-à-dire, on se présente dans un domaine parce qu'on peut maîtriser les relations extérieures dans d'autres domaines. Et donc, il y a un cumul. Et à partir de là, celui qui sort son épingle du jeu, c'est quelqu'un qui est capable de traverser plusieurs zones de pouvoir dans plusieurs réseaux différents, dont il va plus ou moins essayer de faire la synthèse. Donc, je crois que la crise de la représentation, elle est fondamentale. Donc, si on parle de la crise des élus, parlons de toutes les formes d'élection. Alors, je vous invite à partager, les amis, n'hésitez surtout pas à partager. J'avais horreur d'aller au tableau en classe. Je crois qu'on était nombreux. Alors, c'était pour dire qu'en fait, notre démocratie n'en est pas une. Nous votons, certes, nous râlons, certes, nous commentons, certes, mais cette démocratie de façade est organisée de manière à exclure le peuple des grands choix qui le concernent. Comment? En le coupant de l'information à un avis éclairé, soit en outrepassant sa volonté, soit en évitant de l'associer directement aux décisions. À chaque fois, cependant, des précautions donnent au processus de décision une allure respectable. Sont organisés des votes, des commissions, des réunions, des débats télévisés. Les apparences sont sauves, mais voilà la réalité. Lors de la dernière élection présidentielle, 2 candidats défendaient l'idéologie néolibérale, en opposition aux programmes sociaux, démocrates et antilibéraux fort différents de leurs adversaires. Au premier tour, 2 candidats ont réuni un total de 44% des voix exprimées, soit moins de la majorité. Pourtant, aujourd'hui, la politique économique de notre pays est bien guidée par des dogmes néolibéraux rejetés par plus de la moitié des Français. Donc, voilà. Ouais, mais l'élection, elle a été volée. L'élection a été volée, hein. Monsieur. Bonjour. En fait, je vais vous faire part un petit peu de ma petite expérience de conseiller municipal. Voilà. Et vous allez comprendre un peu mon cursus et là où j'en suis aujourd'hui. Donc j'habite une commune du Vaucluse de 4400 habitants qui est représentée par 27 conseillers municipaux. Donc j'ai été très vite engagé dans les Gilets jaunes. Non pas pour revendiquer les choses, parce que je ne me sentais pas par rapport à là où j'en suis, de me dire je dois revendiquer les choses, mais c'était surtout pour échanger avec toutes les personnes qui étaient là, et de comprendre pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils changeaient, qu'est-ce qu'ils voulaient. Et ça m'a permis de réfléchir et de me dire, bah, en fait c'est peut-être à mon tour maintenant de m'engager aussi dans la vie municipale, et d'essayer d'apporter ce que je peux apporter. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint une équipe, et on a été élus donc, l'année dernière. J'ai des concepts qui sont intransigeants, auxquels je ne peux pas dépasser. Et par exemple, donc, j'ai refusé d'aller voter au 2e tour pour mon équipe parce qu'il fallait porter le masque. J'ai refusé ça. Malgré toutes les pressions que j'ai eues, j'ai dit non, c'est un concept auquel je ne pourrais pas déroger. Donc je ne suis pas allé voter au 2e tour, pourtant on a été élu. Je me suis engagé d'une manière très vivante, etc. Et j'ai remarqué en fait effectivement depuis une année qu'on a des pouvoirs qui sont très peu, effectivement comme vous le disiez, hein, très peu mis en valeur, et l'instauration de la peur qui a été mise en place depuis plus d'une année fait qu'aujourd'hui tous les gens ont peur. Voilà. J'étais le seul sur les 27 à vouloir essayer d'un petit peu réveiller les gens pour dire mais c'est pas le préfet qui doit instaurer ça. On est locaux, on doit pouvoir se battre, etc. Et je voyais que les gens ont peur. Voilà. Le maire ne veut pas changer les choses parce qu'il a peur du préfet.
je me suis engagé personnellement, à titre personnel, j'ai porté un recours au tribunal administratif contre le préfet du Vaucluse pour des décrets qui changeaient, vous parliez même de tous les 6 mois, ils changeaient même tous les jours. Voilà. Je suis très engagé avec Réaction 19, Maître Pouza, qui m'a permis justement d'étudier beaucoup le droit, alors que je n'ai rien à faire là-dedans, mais ça m'a beaucoup intéressé. Et je vous recommande vraiment alors c'est pas pour faire la propagande de cela, mais d'apprendre qu'est-ce que le droit. Il ne faut pas apprendre grand-chose, mais dès l'instant où vous connaissez vos droits, votre vie devient d'autant plus facile. Et je peux vous dire que depuis une année, je ne vis pas dans la peur. Je ne vis pas dans la peur. Personne ne me dicte quoi que ce soit. Voilà. Et aujourd'hui, donc pour revenir en tant que conseiller municipal, etc., dès l'instant qu'au-dessus, nous avons des préfets, etc., qui ne font que retranscrire le pouvoir de l'État qui est géré par un seul homme, je suis vraiment très pessimiste aujourd'hui. Je pense que toutes les mairies n'ont aucun pouvoir. Je ne parle même pas des communautés de communes qui, effectivement, elles récupèrent toutes les compétences au fur et à mesure des mairies. Voilà, c'est clair. La petite enfance, etc., tout ce qui est tourisme, etc., tout ça, la mairie n'a plus rien à voir là-dedans. Ça passe au niveau de la communauté de communes. Donc, en fait, quand vous habitez à 60 km, c'est la communauté de 60 km qui va régir votre office de tourisme local. Voilà. Elle ne vous connaît pas du tout, mais c'est elle qui régit tout ça. Donc, c'est le monde d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous fais part de mon pessimisme le plus profond. Et je pense que dès l'instant qu'on aura des préfets, etc., plus rien ne va changer. Voilà, merci. Encore une intervention, et Anne-Lise, Laurent, je vous laisse les réactions. Oui, merci. Mon intervention, c'est très simple. Je me souviens qu'en mai 68, il y avait des grandes affiches. Élection piège à coup. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il y a un certain nombre de choses. Ça va? Bon. Plus près de la bouche. Plus près de la bouche. Plus près de la bouche. Plus près de la bouche, là, vous m'entendez mieux. D'accord. En tout cas, ce qui a changé, à mon avis, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. En mai 68, même si on disait cours plus vite, le PCF est derrière toi, bon, il y avait les universités populaires du Parti communiste. Maintenant, c'est très différent, bien sûr, on le sait tous. Mais ce mouvement des Gilets jaunes a permis ce qu'on fait aujourd'hui. Que quelqu'un qui a été sous-préfet puisse dire « je ne vote pas », excusez-moi, hein, Laurent, mais bon, moi ça me paraît important. Qu'une élue puisse dire il doit y avoir un peu plus de morale, on travaille pour les gens, pas pour l'argent, ça me paraît important. Qu'un prof de sociologie puisse critiquer, y compris l'élection des doyens, moi ça me paraît très important. Et bien de ce point de vue-là, moi de mon tout petit point de vue, je dis chapeau et merci. Voilà. Alors, juste pour revenir sur les conseils municipaux, c'est comme le grand blabla avec Macron, c'est cause toujours tu m'intéresses. Dans le meilleur des cas, c'est dis-moi ce dont tu as besoin, je te dirai comment t'en passer. Donc il faut arriver à tordre le bras des élus. Et pour tordre le bras des élus, pour se faire entendre, il faut que les élus proposent justement des votations et que la population soit vraiment incitée à s'exprimer. Et que certains se disent par exemple, je ne veux pas m'exprimer, je laisse les autres s'exprimer, mais que tout le monde, à un moment donné, aille sur un outil numérique qui permettra vraiment de prendre le pouls de la population. Est-ce que je peux revenir sur ce sujet un petit instant? Alice, vas-y, et ensuite... Et après, mais tu veux... fais parler la dame d'abord. Comme tu veux. Allez-y, madame. Je vous en prie. Oui, bonjour. Écoutez, moi j'ai pas mal de problèmes là par rapport à ce que j'écoute depuis tout à l'heure, parce que quand même, on nous parle justement des élus, mais ça fait quand même 1 an qu'on voit l'état d'urgence, hein, donc finalement, il n'y a pas vraiment... on est passé au-dessus de tous les élus, y compris même jusqu'au Parlement. Enfin, en plus, quand on a des élections, par exemple un vote qui ne plaît pas, on refait passer le vote en pleine nuit. Enfin, je veux dire, on est arrivé à un stade de dictature tellement énorme. Là, il faut quand même prendre la part à tout ce qui nous arrive. Là, c'est vraiment, on arrive à un truc le plus abouti possible. C'est-à-dire que quand on parle de 900 000 personnes qui veulent se présenter en tant qu'élus, on ne peut pas dire on va tordre le bras aux élus. C'est comme si on disait le patron, qu'est-ce que c'est qu'un petit patron qui a un salarié et un grand patron qui ne connaît absolument pas. Donc il faut pas. Le mot élu veut tout et rien dire.
je travaille à la banque, oui, est-ce que je suis le guichetier ou est-ce que je suis le patron de... Donc il faut reprendre un petit peu, surtout il faut reprendre le côté culture du référendum, ça c'est très important. Moi j'ai vécu 1 an seulement en Suisse, mais on votait pour tout, et, enfin les gens votaient pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire, enfin quand je dis tout n'importe quoi, on votait même dans le canton où j'étais pour savoir si la chantilly elle devait être composée comme ci ou comme ça. Tous les dimanches il y avait des votes, donc... Moi, je suis je trouve ça très important, la culture du référendum. Deuxièmement, je trouve ça très important que les élus, tous les élus, se lèvent pour dire qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. On nous vole le vote, on nous vole, on nous dit le vote ne sert à rien. Bien sûr, puisque actuellement les lois sont votées et on n'a aucun moyen, même les élus, hein, Martine Bonheur, députée, elle se lève pour dire comment on vole la démocratie, même aux parlementaires. Donc on est vraiment dans un stade où il y a urgence. Donc c'est très important ça. Troisièmement, quand on voit le débat, pour avoir des votes, enfin, pour avoir des opinions, il faut avoir des médias. Si on n'a pas la bonne information, comment peut-on avoir une idée sur quoi que ce soit? Donc déjà, il ne peut pas y avoir de démocratie, il ne peut pas y avoir même d'élus sans un pouvoir médiatique correct, sans qu'une information fonctionne. Et là aussi, c'est une catastrophe sur le plan des médias. Donc il y a vraiment des choses à se réapproprier, et pour se réapproprier, c'est déjà l'information. Parce que si on avait les bonnes informations, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup de sujets où on ne pourrait pas rester insensible au jour d'aujourd'hui, on ne pourrait pas rester calme, que ce soit sur la pandémie, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur la monnaie, on ne pourrait pas rester calme. Donc voilà, c'est ça qui me paraît essentiel, c'est qu'il faut remettre les outils. Le premier outil, c'est l'information. Après que les élus, quels qu'ils soient, se réveillent pour demander des comptes à leur hiérarchie, parce qu'on est dans une structure pyramidale. Hein, je veux dire que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, on est dans une structure pyramidale. Ça veut dire que quand on est dans le système, on est vraiment bridé, parce qu'on a tout de suite l'échelon d'au-dessus qui vous tombe dessus si vous n'êtes pas d'accord. Il y a énormément de choses à faire. Mais au jour d'aujourd'hui, on est vraiment en situation, pour moi, d'urgence. Voilà, merci. Alors, là où je suis complètement à la rue, c'est sur l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est. 34. Il est 34. Donc on était censé finir à 30, mais on a commencé avec une demi-heure de retard. Mais en même temps, le prochain, c'est 11 h. Donc je laisse Anne-Lise prendre la parole et je vous donne le micro tout de suite après. Et puis on va s'acheminer vers la fin, malheureusement. Mais bon, on va continuer après. Bon, c'est pas facile, hein, j'entends tout ce que vous dites. Moi, encore une fois, je suis maire d'une petite commune, donc les problématiques sont pas les mêmes d'une commune à l'autre. Moi, chez moi, c'est gérable. Moi, je travaille avec mes administrés, avec mon voisin. On est une grande famille. Nous, on est une grande famille. Aux élections, par exemple, on mange tous ensemble, on garde le bureau tous ensemble. Là, d'ailleurs, on a reçu le kit. On a reçu les kits des EPI, parce qu'il faut qu'on... Alors, nous, notre super préfet et sous-préfet nous a envoyé une circulaire pour un peu nous obliger ou à nous faire dépister ou vacciner. Nous, on a refusé. Moi, j'ai refusé. Je suis désolée, on est 27 habitants, pourquoi j'irais me faire vacciner ou me faire dépister donc ça, j'ai refusé totalement. Mais on nous a envoyé un kit de pays. Donc les tests, les ci, les là, les le reste. On dépense un pognon de dingue là-dedans alors qu'il y a autre chose à faire. Hein. Voilà. Et pour revenir sur les conseillers municipaux, alors moi je suis pour la participation de tout le monde. Hein. On n'est pas les chefs, hein. On n'a pas la casquette. Moi je décide de tout mais il ne faut pas oublier que dans des toutes petites communes comme la mienne, les gens, ils bossent. Ils bossent. Et c'est compliqué. Même moi, c'est compliqué. Je suis aide à domicile. Je ne suis pas... Enfin, voilà. Donc, c'est facile de dire, oui, il faut faire ci, oui. Ouais, mais les gens, ils ont une famille, ils ont un boulot. Et en plus, ils sont conseillers municipaux. Donc, voilà. Chapeau à eux. Chapeau à eux, parce que c'est quand même, ils ont du courage de le faire. Voilà, dans les petites communes. Après, dans les villes, c'est autre chose. C'est politisé. Ils cherchent la place. Et nous, en tant que petite commune, c'est pas évident de se faire une place dans tout ça. C'est pour ça que je reviens aux communautés des communes. Parce que malheureusement, c'est les grosses communes qui tiennent les têtes. Et c'est eux qui tirent les fils.
c'est eux qui le font. Alors moi, à ma petite échelle, moi, oui, je m'oppose. Alors ils font la gueule, ça les énerve. Parce qu'il y en a une qui lève la main et qui s'oppose, et qui est contre. Mais je suis là, on est là, on vit, et on s'opposera. Je tiens quand même à remercier tout le staff de l'Université citoyenne pour la seconde année. C'est une journée magnifique qui nous attend, un week-end magnifique, et je tenais à vous remercier de m'avoir invité. Voilà. Oui, bonjour. Oui, donc je voulais juste me rapporter 2-3, j'ai écouté les gens, c'est super. Il n'y a que des belles choses qui sont dites. Et c'est vrai qu'on est dans un système aujourd'hui qui est obsolète, qui est en train de s'effondrer et qui n'a plus lieu d'être. Tous nos élus, donc les 600 000 élus qu'on a à peu près en France, en fait, tout est dévoyé. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout le rôle qu'il est jugé au départ. On est tous sur un socle commun. Quoi que l'on pense, on veut retrouver notre souveraineté. C'est quoi notre souveraineté? C'est pouvoir donner notre avis et avoir surtout le pouvoir de décider, qu'ils nous ont confisqué il y a déjà des décennies. Et aujourd'hui, c'est très simple. La chose que nous voulons toutes et tous, c'est retrouver le pouvoir de donner notre avis et d'être entendu. Aujourd'hui, on ne l'est pas. Alors, bien sûr, tout le millefeuille des communautés de communes et tout. Ce qu'il faut savoir et qu'on ne vous dit pas à la télé aussi, c'est qu'aux anciennes municipales, 30 000 communes ont été élues au premier tour, sur 36 000. Ça doit parler, ça. Et 30 000 communes ont été élues au premier tour, beaucoup par des sans étiquette et des gilets jaunes. Vous l'avez entendu quelque part, ça? Non. Donc, il faut quand même garder la foi et se dire que les prochaines élections, bien que nous n'aimons pas les élections, puisque l'élection c'est élire quelqu'un, nous voulons du vote. Du vote, aussi bien dans le RIC que dans tout, c'est du vote. Il faut voter. Et du débat. Et du débat surtout, mais le débat, et c'est pour ça, qui mieux que les gens qui vivent dans les communes peuvent dire comment ils voient leur avenir. Donc moi j'avais fait par exemple, les Gilets jaunes, on avait proposé une liste municipale à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, et notre premier souhait était de donner la possibilité à toute la population de la ville, dès l'âge de 16 ans, par voie référendaire, donc d'instaurer une maison référendaire pour que tout le monde puisse venir entre 1 semaine et 10 semaines de délai pour tel ou tel sujet, suivant son importance et son coût, de donner son avis. Et tous les soirs, on aurait eu le résultat de ce que pense la population sur tel ou tel projet. C'est ça qu'on doit retrouver, c'est-à-dire le pouvoir de dire oui ou non sur... et non plus, aujourd'hui on vit avec les programmes qu'ils nous imposent, on ne vit que de ça. Et on a tous les 5 ans la possibilité, une fenêtre de tir pour donner notre avis, et Bagnols-sur-Cèze, 64% d'abstention, les amis. Donc on peut tout leur reprocher, mais je veux dire, si à un moment donné on ne se bouge pas lorsqu'on doit le faire, alors ne pas aller élire, je vous l'accorde, mais voter. Ne serait-ce que mettre une enveloppe et signer le registre, ça peut éviter aussi un tas de... pas de tricherie, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, mais disons-le. S'il y a votre signature sur le registre, il n'y aura pas la signature de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une fois qu'on a fait ça, le vote blanc doit être reconnu, on est d'accord, mais tout ça, 29 fois il a été proposé le vote blanc à l'Assemblée nationale. Et la dernière fois, c'est il y a 1 mois par Jean Lassalle. Voilà, personne ne suit, personne n'en veut de ça. Personne ne veut le RIC. Pourquoi? Parce que ça les met en danger. Donc aujourd'hui, on va le poser, le RIC, d'accord? Et on va pouvoir retrouver notre souveraineté, mais allez voter, les amis. Allez voter. Ne pas élire, mais allez voter. Allez signer les registres pour leur dire, plus le taux de participation sera énorme, plus leurs scores seront bas. Si en plus, vous donnez votre... Alors, je ne dis pas ça parce qu'on s'est présenté aussi en tant que gilet jaune au départemental et au régional qui arrive là. On sera partout maintenant parce qu'il faut que les gens sachent qu'on est là. Et voilà, donc votez, ça c'est le plus important. Faites baisser leur score et montrons-leur qu'on veut retrouver juste notre souveraineté. Est-ce que je peux juste dire un mot sur le fonctionnement du corps préfectoral? Chers camarades, je pense qu'on va tous avoir envie de se prendre une pause avant le prochain débat, donc bien sûr Laurent. Ouais. Ensuite, j'ai vu qu'une 60aine de mains se sont levées, donc on va avoir du mal à aller jusqu'au bout, mais heureusement, on va passer la journée ici, donc on va commencer à discuter. Donc Laurent, ensuite on fait un dernier tour, et puis on arrête, ça vous va?
Je voudrais témoigner, moi, de mes 5 ans passés dans le corps préfectoral, où je peux vous assurer qu'il y a régulièrement, en tout cas moi je l'ai vécu, on a régulièrement eu des discussions avec le préfet et entre sous-préfets quand on recevait des instructions qu'on qualifiait de stupides venues de Paris. Et le corps préfectoral a quand même une tradition, même si ça ne se sait pas de l'extérieur, de jouer de temps en temps la montre ou la résistance quand vraiment on considère que les instructions parisiennes n'ont rien à voir avec la rationalité et le bon sens local. Et je voulais dire ça parce que la réforme que Emmanuel Macron prévoit, c'est-à-dire de supprimer en fait le corps préfectoral, c'est pour retirer cette toute petite marge de manœuvre qui existait. Et elle est dangereuse, cette réforme. Elle est extrêmement dangereuse. Contrairement à ce qu'on nous dit, c'est pas supprimer un corporatisme, c'est supprimer la petite marge de manœuvre que possédait le corps préfectoral par rapport à l'autorité politique. Il faut savoir que le corps préfectoral, c'est un corps qui est à la discrétion du gouvernement, on n'a pas de droit syndical, vraiment, on est aux ordres. Mais on avait cette petite marge de manœuvre quand même, et moi je sais qu'on l'a utilisé à plusieurs reprises, et que de temps en temps on a un peu joué la montre, on a fait un peu d'inertie, parce qu'on trouvait que les instructions n'étaient pas franchement très, très pertinentes. La réforme qui est vraiment voulue aujourd'hui, c'est de supprimer cette dernière marge de manœuvre. Et donc tous les dysfonctionnements qu'on peut attribuer au corps préfectoral vont être multipliés par 10, par 15, parce que ça va vraiment devenir des courroies de transmission du pouvoir politique parisien, mais en direct, sans aucune capacité d'atténuer quand il pouvait le faire. Donc cette réforme est vraiment dangereuse et je ne suis pas sûr qu'elle aille dans le sens des citoyens et de l'intérêt général. Bonjour tout le monde, merci déjà pour votre participation, c'est super, et merci à l'Université citoyenne d'avoir organisé tout ça, je trouve ça vraiment formidable. J'ai 2 petites questions. Comment fait-on pour déraciner des gens qui ont des pouvoirs et qui ont des bénéfices depuis, je sais pas, 150 ans et qui ont envie de les garder et que nous, on aimerait bien que les choses changent, mais eux n'en ont pas envie. Comment fait-on pour les déraciner? Et comment fait-on pour éduquer les gens? Parce que le changement, il part de là, il part de l'éducation. Et je suis désolée, je regarde dans l'Assemblée, je vois pas beaucoup de gens de mon âge, j'ai 23 ans. Ouais, on peut en rire, c'est moyennement drôle. Et comment fait-on? Il faut qu'on parte de la base, il faut qu'on éduque les gens, il faut qu'on ouvre des écoles, je vais pas dire populaires parce que j'aime pas trop ce terme, mais où on va vraiment apprendre la vie aux gens et pas ce qu'on apprend à l'école, parce qu'on n'apprend pas des choses essentielles. Et je pense qu'il y a un problème aussi avec la politique parce qu'on ne s'y intéresse plus. Personne ne s'y intéresse, les jeunes ne sont pas dans ces problématiques-là et on n'en parle pas et ça reste du vaste, du flou et puis on s'en fiche et puis de toute façon on a donné les pouvoirs à des gens qu'on a élus, donc c'est à eux de se débrouiller, mais non, c'est pas à eux de se débrouiller, c'est à tout le monde de se débrouiller et je pense que c'est vraiment très important de partir de l'éducation. Mais comment fait-on quand on vit dans un système où il faut qu'on reste dans l'ignorance? Parce que les gens qui sont en haut, c'est pareil, ils n'ont pas envie de voir naître des écoles où on va apprendre des choses fondamentales aux enfants. La lutte, il faut lutter, il faut lutter, il faut être en grève, il faut aller dans les conseils municipaux, il faut s'investir, il faut reprendre notre place. Justement, pour vous répondre, l'éducation populaire est une compétence du département. Et donc, dans ma profession de foi, moi je me présente aux élections cantonales, donc Annecy 3. On a réussi à monter 5 listes sur les 17 cantons de la Haute-Savoie. Je suis tête de liste également donc, pour la liste Union Essentielle donc, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, l'éducation populaire, c'est par ce biais-là qu'on pourra justement redonner cette conscience citoyenne aux citoyens. En effet, l'éducation actuellement nationale ne fait que des consommateurs, travailleurs, ils ferment leur gueule. Donc là maintenant il faut vraiment faire, comme vous l'avez dit, il faut faire du débat, organiser du débat contradictoire, non pas la rhétorique que l'on a donc des mainstream et la rhétorique qui est voulue par les préfectures, etc. Et donc il y a une mainmise en effet, ce que vous avez dit, j'ai bien compris que pourquoi Macron voulait supprimer l'ENA, etc. C'est pour encore plus aller dans cette voie de la pensée unique, pensée inique, la pensée néolibérale. Il n'y a pas d'autre, comme disait Thatcher, il n'y a pas d'autre politique possible. Quand il n'y a pas d'autre politique possible, c'est du fascisme. La définition du fascisme, c'est quand il n'y a pas d'autre politique, qu'on fasse à droite, à gauche, pas d'autre politique, toujours la même chose. Et donc vous avez un très bon article qui a été fait en 2016 par la présidente de la magistrature belge, présidente du syndicat de la magistrature belge, c'est Emmanuelle Cadelli. Elle avait précisé,
le néolibéralisme est un fascisme. Et donc c'est un des textes sur lesquels je m'appuie quand je suis notamment donc je suis souvent en procès, parce que j'ai une vingtaine de procédures, même Macron s'y est mis contre moi, donc préfet allemand, etc. Donc j'ai tous ces, je provoque un petit peu, puis ils surréagissent, ils font de la quérulence d'État. Et donc je me défends toujours avec plusieurs textes. Donc bien sûr c'est Stéphane Hessel. Donc déjà indignez-vous, c'est le b.a.-ba de la chose, c'est de s'indigner. Ensuite c'est de s'engager. Et également ensuite c'est vraiment par rapport à la barre. Moi je vais souvent à la barre, je suis même à la Cour européenne des droits de l'homme maintenant. Donc pour faire valoir nos droits qui sont bafoués par toutes les institutions, toute la justice, qui est plutôt un palais d'injustice, un palais de la légalité, et non plus un palais de justice que l'on a actuellement en France. Et donc on va voir avec les instances internationales, où là on peut encore récupérer des choses avant que ce soit complètement pourri. Donc l'éducation populaire, c'est une compétence officielle du département, il faut aller au départemental. J'avais tout fait pour que les gens se présentent, avec un petit budget de 1 000 €, ben, on arrive à éditer nos professions de foi, nos bulletins. Bien sûr, on a plein de bâtons dans les roues par l'administration. Donc moi, par exemple, avec la Poste, ben, ils m'ont refusé l'ouverture du compte de campagne. Donc je ne peux pas donner la déduction fiscale des 66% à des donateurs. Bon, il y en a plein de difficultés, mais il faut se battre jusqu'au bout. Et je vais essayer avec Michel Onfray, avec Juan Branco, différentes personnes que je côtoie, pour dire il faut inciter tous les citoyens, pour pas que ce soit encore des élections piège à con. Il faut que les citoyens prennent les choses en main, se portent candidats aux élections donc, départementales qui sont accessibles. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de budget direct, donc on n'a pas le préfet sur le dos. Et donc, arriver à influencer la population par des professions de foi. Donc moi, par exemple, ma profession de foi est partie dans 40 000 boîtes aux lettres de mon canton, ce qui est quand même énorme. J'ai un énorme canton, c'est Annecy-le-Vieux, et ça jusqu'au plateau des Glières. Au plateau des Glières, j'ai fait l'ouverture de campagne avec Martine Vonner, justement, qui était venue... Et donc elle s'oppose vraiment aux dérives de la politique actuelle. Et donc on va essayer de faire un concordat républicain le 16 juin à Paris, près de l'Arc de Triomphe. On va inciter toutes les personnes qui veulent partir aux élections présidentielles dispersées, qui risquent de faire que 1 ou 2, 3%, et bien plutôt de faire un concordat républicain, de se réunir ensemble, d'y aller ensemble, et opposer aux 5 principaux que l'on a dans les médias, opposer une personne qui serait désigné par ce concordat républicain pour qu'il n'y ait que 6 personnes maximum aller aux élections présidentielles. Et donc cette personne aurait le soutien justement de ces conseillers municipaux qui ont le droit de donner un parrainage parmi les 500 parrainages. Donc vous avez 4000 élus municipaux, enfin élus je veux dire départementaux, et vous avez 36 000 maires. Alors ce qu'il faut savoir aussi sur les maires, c'est normal, parmi les 36 000, il y avait toujours eu 30 000 maires sans étiquette. C'est des petites communes. En effet, on est sans étiquette dans les petites communes. Et la concentration actuellement des Comcom ou des agglomérations, en effet, ça se professionnalise et ça, c'est une très mauvaise chose. Et je voulais simplement terminer sur une chose. Aujourd'hui, vous avez Emmanuel Macron qui déclare l'ouverture des États généraux de la justice. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1788-89, vous avez Louis XVI qui déclarait l'ouverture des États généraux pour financer l'État. Il a perdu la tête 4 ans après. Et donc j'espère que le chef de l'État perdra la tête en 2022 grâce aux États généraux, et on va essayer de les doubler. Les États généraux de la justice qui vont s'ouvrir, commandités par Emmanuel Macron, c'est avec ça qu'on va le faire trébucher. Car c'est avec la justice que nous arriverons à faire respecter nos droits, aussi bien au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, mais également contre la corruption qui gangrène en fait tout le système politique français. Et le réel problème, c'est la corruption sournoise qui ne se voit pas comme en Italie. En Italie, ça se voit qu'il y a de la corruption. En France, ça se voit beaucoup moins. Donc ce que je viens de dire, c'est très important. Et donc, il faut bien comprendre, c'est toute une démarche que l'on fait actuellement de listes citoyennes, de personnes qui ne voulaient pas faire de politiquer. Parce que vous savez que le terme politique a 2 origines grecques. Politiquer, c'est l'accession au pouvoir et l'art de s'y maintenir. Et la politeia, c'est l'organisation de la cité et son harmonie avec les autres. En tant que Gilets jaunes, on voulait faire de la politeia, organisation de la cité, mais on ne peut pas y arriver dans le système actuel si on ne fait pas de la politiquer. Je terminerai là, car l'heure presse, alors qu'on est au tout début du week-end. Comment tenir le micro 10 minutes avec quelqu'un qui vous emmerde à côté? Bravo. Où est-elle? Ah, vous êtes là. La dernière intervention, ça vous va? C'est une seule phrase, Allez. Dieu maximum.
je souhaite vous rappeler que n'est pas si longtemps que ça, nous les femmes, nous n'avons pas eu le droit de vote. Et en mai 68, ma belle-mère y était. Et à cette période-là, elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque s'il n'était pas signé ou bien par son mari ou bien par son père. Et je m'excuse, mais je pense que le droit de vote, nous avons lutté pour l'avoir en tant que femmes. Nous avons lutté de l'accorder aux plusieurs personnes qui vivent encore une discrimination importante. Si on n'est pas d'accord avec les options présentées, d'accord, on signe le balai, on met dans la boîte et on sélectionne personne. Mais le droit de vote, ils ont beaucoup qui sont tombés pour le droit de vote. Et je crois que Martin Luther King, il a tombé pour le droit de vote et le droit d'expression. Et nous avons une mémoire très courte, car moi j'ai 35 ans. Je n'étais pas là en mai 68. Et je n'étais pas dans la rue non plus pour nous accorder ce droit de vote. Donc notre système, évidemment, ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui et pour le week-end. Pour trouver des autres façons, mais il y a des autres moyens de voter aussi. Et je pense que nous avons des compétences tous ensemble afin de les mettre en place. Mais le droit de vote n'est pas négligeable. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas le droit de voter. Merci. Merci. Bon, on va s'arrêter là. Merci à Laurent, Anne-Lise, merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous. Merci à l'orga, à la technique, à tout le monde, à tous les gens qui sont mobilisés bénévolement sur l'université citoyenne. Et puis voilà, tout un tas de fronts de lutte qui s'ouvrent et qui se perpétuent. Donc bon week-end. On vous invite à partager, les amis. N'hésitez surtout pas à partager sur le Média Live. C'était Jamel Aubin en direct d'Avignon, à l'université citoyenne.